Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Delphine et je suis une des chargées de communication ici à CIRA. Je vais vous présenter ma collègue Maureen. Bonjour, je m'appelle Maureen James et je suis responsable du programme d'investissement communautaire de Sierra. Tout d'abord, avant de commencer, nous souhaitions reconnaître le territoire dans lequel nous nous situons. Nous nous connectons toutes du territoire non cédé et non rendu de la nation algonquine Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux dans la ville maintenant connue sous le nom d'Ottawa. Cette présentation se fera sans caméra pour que vous puissiez vous concentrer sur les diapositives et on aura évidemment une partie à la fin pour plus de questions. Donc, ce webinaire s'adresse aux personnes qui sont intéressées par une demande de subvention dans le cadre de notre appel de financement 2025 qui est ouvert, pour rappel, jusqu'au 9 avril à 14 heures, heure normale de l'Est. Un enregistrement de ce webinaire sera disponible la semaine prochaine sur YouTube et sera publié sur le site internet des subventions NetGood par CIRA. Pour rappel, nous enverrons également un courriel à toutes les personnes qui se sont inscrites à l'événement. Voici quelques points logistiques. Compte tenu du nombre élevé des personnes qui participent au webinaire aujourd'hui, nous avons désactivé vos micros, mais vous pouvez utiliser la fonction questions et réponses, Q&A, pour nous envoyer les questions que vous avez ou faire des remarques si nécessaire. On essaiera d'y répondre à la fin de la présentation ou durant en fonction du type de question. Si malheureusement nous ne répondons pas à vos questions au cours de cette présentation, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous en envoyant un courriel à l'adresse subvention au pluriel à commercial-cira.ca. Commencer. Voici les points que nous allons adresser pendant cette séance. On va parler de ce qu'est CIRA et du programme NetGood. On vous parlera également des différents types de projets que nous finançons avec ce programme, les projets qui sont admissibles, le type de projets qui sont admissibles. On parlera également de la préparation, quelques petites astuces pour vous aider à vous préparer à soumettre votre, votre candidature. On présentera aussi le processus de demande, l'examen de la demande, comment ça se passe du côté de CIRA, aussi les principales erreurs à éviter, celles qu'on retrouve tous les ans et qui pourraient vous aider en tant que requérant et requérante. Et enfin, nous répondrons à vos questions tout à la fin. En ce qui concerne CIRA, donc CIRA, c'est une organisation qui est aussi connue en français sous le nom de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet. On est basé à Ottawa, en Ontario. On est connu principalement pour le rôle qu'on joue dans la gestion du nom de domaine internet.ca, comme vous avez .fr, .com, etc. Et nous le faisons évidemment au nom de toute la population canadienne. On gère également plus de 3 millions de domaines internet.ca et on offre des services de cybersécurité et des produits qui sont connexes, dont certains qui sont gratuits et à la disposition du grand public et des versions qui sont plus pour les entreprises. L'objectif de CIRA, c'est de pouvoir offrir un Internet qui est plus fiable à l'ensemble de la population canadienne. Dans le cadre du programme NetGood, CIRA, en fait, grâce aux revenus qu'on génère grâce au nom de domaine.ca ou au service de cybersécurité, en tant qu'entreprise à but non lucratif, on ne donne pas d'argent à des actionnaires. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on choisit de réinvestir des millions de dollars chaque année dans l'écosystème Internet canadien et dans les projets qui vont soutenir les collectivités locales, qui vont aider les politiques locales et améliorer donc les services Internet au Canada. Grâce au programme NetGood, on parvient justement à redonner à ces collectivités et à investir dans ces communautés à travers trois piliers. Donc, on a des projets qui sont liés à l'infrastructure, des projets qui sont liés à la sécurité en ligne et des projets qui sont liés à l'engagement politique.
Vous connaissez peut-être certaines initiatives NetGood, comme par exemple le bouclier canadien. En anglais, c'est Canadian Shield. On a aussi des points d'échange Internet. On a notre test de performance Internet qui permet euh, de déterminer la performance et la vitesse de votre connexion. On a aussi le Forum canadien sur la gouvernance de l'Internet qui fait venir des acteurs et des actrices de toute l'industrie Internet pour aider à déterminer la gouvernance Internet au Canada et aussi à l'international. Et bien sûr, nous avons les subventions dont nous allons parler aujourd'hui. Ces subventions, elles sont annuelles et elles consistent au mois de mars à inviter des personnes intéressées à soumettre une demande. Donc, on veut financer des projets qui sont communautaires et qui bâtissent un Internet résilient, fiable et sécurisé. Donc, chaque année, nous disposons de plus de 1 million de dollars de financement à redistribuer dans les communautés et ça peut aller à des financements jusqu'à 100 000 dollars par projet. Donc, pour l'année 2025, il s'agira de la 12e année du programme NetGood. Et depuis 2014, nous avons financé 232 projets pour un total d'environ 13 millions de dollars. Donc, c'est quelque chose dont Sierra est très fière, qui nous permet de construire un Canada plus résilient et aussi de pouvoir subventionner des projets aussi plus petits ou plus grands en fonction des organisations. On va parler un peu de financement, donc des types de projets que nous allons financer et on va vous donner quelques exemples pour chacun pour un peu vous aiguiller. Donc, comme je disais un peu plus tôt, on parle d'infrastructure, on parle de sécurité en ligne et on parle d'engagement politique. Donc, ça, c'est les trois principaux axes qu'on finance avec Sierra. Pour vous donner une idée un peu de ce que ça signifie, les projets d'infrastructure, ça implique tout ce qui est recherche communautaire sur la connectivité, la planification de réseaux et des solutions. Et nous insistons sur le fait que les projets doivent être dirigés par la communauté et lui appartenir. C'est très important. On ne parle pas de projets qui sont liés à des entreprises privées, par exemple, ou des projets d'entreprises privées. On veut vraiment aider les communautés à prendre en main leurs propres actions. Ensuite, les projets de sécurité en ligne ou de cybersécurité, ça implique les recherches, les cadres éducatifs, les outils, les consultations aussi, mais aussi tout ce qui est programme de formation qui vise en fait à renforcer la sécurité en ligne des individus, petits ou grands, contre les menaces courantes. On parle par exemple de mésinformation, tout ce qui est préjudice en ligne, l'intrusion dans la vie privée, le harcèlement, la cyberintimidation ou la violence fondée sur le sexe, par exemple. Enfin, les projets d'engagement politique peuvent comprendre des événements, des travaux de recherche et des travaux sur l'écosystème politique. Ça permet aussi, le but, ce serait aussi de pouvoir élargir la sensibilisation, par exemple, la compréhension et aussi l'engagement du public dans la politique et la gouvernance de l'Internet. Dans la catégorie infrastructure, on a, on a financé il y a quelques années des projets du type un projet d'amplification du signal cellulaire dans une zone récréative mais isolée des territoires du Nord-Ouest. Donc, le but, c'était d'améliorer la sécurité grâce à une meilleure connectivité pour les utilisateurs et les utilisatrices de la région, mais c'était aussi de pouvoir accompagner les utilisateurs et les utilisatrices des terres autochtones. Donc, il s'agissait aussi de pouvoir les accompagner dans leur propre projet et ensuite, évidemment, écouter les différents témoignages. Il y a aussi un autre projet d'installation d'un service de fibre optique pour la Première Nation rurale, pour une Première Nation rurale de Colombie-Britannique. Leur but, c'était de répondre à des besoins croissants, plutôt de disposer d'une connectivité stable et d'une capacité de débit accrue pour pouvoir développer leur capacité pédagogique et économique. Ensuite, un autre projet, c'était un déploiement d'une infrastructure sans fil
améliorée et pour offrir un accès en fait à une technologie d'orbite terrestre basse pour les communautés éloignées du Nunavut. Pour information, il faut absolument que les projets financés soient dirigés par la communauté, encore une fois, et qu'elle en soit propriétaire. Un projet de connectivité où le fournisseur principal, par exemple, ce serait Rogers ou Bell ou Northwest, ce serait pas admissible avec CIRA. Pour rappel, les projets qu'on vous a donnés pour exemple sont plutôt situés dans le nord, mais évidemment, on se concentre aussi sur les provinces atlantiques, sur le Québec. On veut vraiment faire en sorte qu'un maximum d'organismes euh, puissent profiter de ces subventions. En ce qui concerne la sécurité en ligne, ensuite, euh, on a on a subventionné plusieurs projets qui sont intéressants en termes d'exemple. On a un projet qui servait à autonomiser les jeunes aveugles en leur apprenant à accéder à Internet et aussi à participer à des espaces qui sont plus communautaires en ligne, et ce, de manière sécuritaire et équitable. On avait aussi un programme pilote qu'on a lancé qui était destiné aux élèves du secondaire. Et le but, c'était de les sensibiliser pour des meilleures pratiques en matière de sécurité personnelle en ligne. Euh, le but, c'était de leur présenter les concepts et la terminologie en matière de cybersécurité professionnelle et aussi leur permettre d'explorer les possibilités de carrière dans les domaines de la cybersécurité. Pour finir, troisième exemple, on a soutenu une assemblée citoyenne qui était dirigée par des jeunes sur la sécurité en ligne des enfants pour informer les décisionnaires canadiens en fait, sur la meilleure façon de protéger et de miser les enfants en ligne. Donc, c'était fait par les enfants pour les enfants. Enfin, dans la catégorie des projets qui sont plus engagement en matière politique, on a le forum sur la gouvernance de l'Internet pour les jeunes qui fournit une plateforme aux jeunes Canadiens et Canadiennes qui leur permettent en fait de discuter des politiques publiques et des problèmes de connectivité sur Internet, donc de pouvoir eux-mêmes participer et que leur voix soit entendue dans ces discussions. Ensuite, on a un autre programme qui était plutôt un rapport de recherche qui était sur l'équité numérique et l'abordabilité de l'Internet dans les communautés à faible revenu au Canada. Donc, on a différents programmes de recherche. Il y a aussi des moyens pour habiliter les personnes qui militent en faveur de la connectivité autochtone à communauter directement avec les décisionnaires. Donc, ça, c'était grâce à un modèle de formation qui était plutôt ciblé sur l'engagement en matière de politique. Pour parler de la plateforme et la liste des projets, euh, on demande aux requérants et aux requérantes de préciser sur le formulaire de demande en quoi leur demande se distingue des projets que CIRA a financés au cours des 5 dernières années. Donc, vous pouvez consulter la liste complète des projets sur la page Internet qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi trier pardon, les projets par année, par province et aussi par domaine de financement. Il vous suffit de cliquer sur un projet pour en savoir plus et découvrir des témoignages et des photos de projets réalisés. Donc, ça vous aide à vous différencier, mais aussi en même temps à voir ce qui a été fait par d'autres organismes dans la même catégorie que le projet que vous souhaitez soumettre. Ensuite, pour en apprendre un peu plus sur CIRA, vous pouvez consulter les projets antérieurs et en apprendre davantage en fait sur leur histoire et l'histoire du programme NetGood et des subventions. Vous pouvez consulter la carte pour voir des projets qui seraient proches de chez vous et aussi ça permettrait aussi de vous lier à des organismes qui auraient peut-être fait la même chose que vous et qui sont vos voisins. Vous pouvez faire un zoom pour voir tous les différents marqueurs et comme toujours, pour en savoir plus, vous avez un onglet pour avoir plus de détails sur le projet en question. Je vais laisser Maureen vous parler d'admissibilité. Bonjour encore. Parlons maintenant des personnes qui peuvent faire une demande de financement. 4 types d'organismes sont admissibles à postuler. Les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés, les communautés autochtones et les universitaires et les établissements d'enseignement supérieur canadiens.
Notre programme accorde la priorité au financement de projets qui bénéficient aux communautés nordiques, rurales, autochtones et aux étudiants de la maternelle au secondaire et de niveau postsecondaire. Nous recherchons des projets qui profitent à ces groupes de manière significative, où les bénéficiaires sont idéalement directement impliqués dans la conception du projet. C'est donc cela que nous finançons, mais je vais également vous parler de ce qui n'est pas admissible au financement. Il existe groupes spécifiques que nous ne finançons pas, par exemple les écoles, les bibliothèques, les municipalités, les petites entreprises. Seules les entités qui sont constituées en tant qu'organismes sans but lucratif, organismes de bienfaisance, communautés autochtones ou universités ou collèges sont admissibles. Nous avons également certaines activités que nous ne finançons pas. Premièrement, nous ne finançons pas les projets axés sur la prestation d'un service en ligne, comme la création d'une application ou d'une plateforme en ligne ou un site web. De plus, nous ne finançons pas l'équipement destiné à l'utilisateur final pour un usage personnel, les projets de conception web et la formation générale dans le domaine des TI. Certaines autres restrictions en matière de financement comprennent les frais de déplacement considérables, des collectes de fonds, les coûts de fonctionnement ou les coûts rétrospectifs. Aussi, nous ne finançons pas les projets qui sont ciblés à l'extérieur du Canada. Et finalement, nous ne finançons pas non plus les projets dont plus de 25% du budget est consacré à l'équipement. La seule exception à cette règle concerne les projets d'infrastructure pour lesquels la plus grande partie du budget peut être consacrée à l'équipement. Mais même dans ce cas, l'équipement des locaux de la clientèle, CPE, n'est pas admissible au financement. Alors, voici quelques exemples concrets de demandes que nous avons reçues l'an dernier qui, malheureusement, n'ont pas répondu aux critères d'admissibilité. Bien qu'ils semblent être des projets importants par eux-mêmes, les principales raisons pour lesquelles les demandes sont refusées sont parce que leurs idées de projet ne correspondent pas à nos domaines de financement ou à nos bénéficiaires cibles, ou qui relèvent de l'une de nos restrictions de financement. Exemple 1. Un organisme sans but lucratif qui cherche à mettre à niveau ses systèmes financiers et ses logiciels. Nous finançons l'infrastructure en matière de connectivité et non de logiciels, services organisationnels d'une seule organisation. Autre exemple, un réseau alimentaire sans but non lucratif qui souhaite concevoir un site web sur la sécurité alimentaire. Nous ne finançons pas les sites web et cela ne correspond pas au domaine de financement ou aux bénéficiaires. Autre exemple, un organisme de bienfaisance qui cherche à intégrer les données sur l'eau de la communauté dans une ressource en ligne. Alors, nous ne finançons pas les services en ligne et ça ne correspond pas au domaine de financement. Et finalement, un organisme de bienfaisance qui souhaite financer un prix de citoyenneté numérique pour les étudiants ayant un diplôme du secondaire. Et là, cela ne correspond pas au domaine de financement. Maintenant, nous discutons les dates clés à retenir. La période de demande a débuté lundi, le 3 mars, et se terminera le 9 avril à 14 heures, heure de l'Est. Nous insistons sur le fuseau horaire dans l'échéance, puisque nous recevons des demandes de requérants de partout au pays et notre système en ligne n'accepte pas les demandes en retard. Ce système se désactivera automatiquement à l'échéance, soit à 14 heures, heure de l'Est. Assurez-vous de connaître l'heure de l'échéance dans votre fuseau horaire. Chaque année, certaines personnes ratent la date et l'heure limite
pour soumettre les demandes car elles se trompent de fuseau horaire. Ne vous trompez pas. Du 3 mars au 9 avril, nous examinerons les demandes de façon continue jusqu'à l'échéance de 14 heures. Après 14 heures, nous ne pouvons plus accepter les demandes. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance d'envoyer votre demande dès que possible. Voici pourquoi. Lorsque votre demande est soumise dans le système en ligne, le personnel de CIRA l'examine pour s'assurer qu'elle est admissible et complète et vous envoie un courriel de suivi s'il y a des éléments manquants ou inexacts. Habituellement, plus de la moitié des demandes soumises nécessitent des modifications avant d'être acceptées. Parmi les raisons qui expliquent cette situation, on peut citer les documents manquants, les sections laissées en blanc dans le formulaire de demande ou les problèmes liés au budget. Vous avez jusqu'au 9 avril à 14 heures pour corriger votre demande et nous l'envoyer à nouveau. S'il manque toujours des renseignements dans votre demande après l'échéance, votre demande sera refusée et vous ne serez pas en mesure de poursuivre le processus. Si votre demande réussit l'examen d'admissibilité, elle sera soumise à l'examen du groupe d'évaluation des soumissions de CIRA. Si votre projet est choisi pour obtenir un financement, nous vous enverrons une lettre au mois de juillet énonçant les exigences pour la réception de la subvention. Donc, à des fins de planification, votre projet ne devrait pas commencer avant juillet pour les fonds directés de CIRA. Delphine. Euh, pour préparer votre soumission, c'est très simple. Voici un modèle de formulaire de demande en ligne que vous trouverez sur notre site web. En fait, c'est plutôt c'est pour avoir évidemment une référence utile avant de vous décider à déposer votre demande. Vous pouvez consulter toutes les questions auxquelles vous devrez répondre sur le formulaire de demande, y compris le nombre de mots par catégorie. On offre aussi des explications tout au long du formulaire pour préciser ce qui vous est demandé à chaque question. Vous pouvez télécharger le formulaire de budget, par exemple, euh, sur cette page. Certaines personnes utilisent le modèle de formulaire pour en fait rédiger leur réponse sur un autre document et ensuite le couper et coller les réponses pour ensuite les soumettre en ligne. C'est plus pratique pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, surtout si si votre connexion Internet laisse un peu à désirer. Et c'est une façon un peu plus simple d'aborder le formulaire. Euh, Tout ce que je m'apprête à vous dire, ça se trouve en ligne sur le site cira.ca/fr/subvention. Donc, cette diapositive, c'est plutôt pour vous fournir une documentation qui est plus intéressante pour les requérants et au cas où vous aurez besoin de conseils et d'aide dans dans votre soumission. Donc, on va passer ça en revue ensemble. Il y a plusieurs documents qui sont nécessaires pour qu'un projet soit complet. Donc, les exigences sont les mêmes, que vous soyez un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, une communauté autochtone ou un établissement universitaire, à exception près la preuve d'admissibilité. Donc, si vous êtes un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance ou une communauté autochtone, vous devez fournir comme preuve d'admissibilité la documentation confirmant votre statut d'organisme de bienfaisance. Le cas échéant, il faudrait vos documents de constitution en entreprise. De plus, vous devez aussi fournir une liste des membres de votre conseil d'administration ou de votre conseil de bande avec leurs coordonnées, y compris leur affiliation à l'organisation, leur titre, leur numéro de téléphone et ou leur adresse électronique. Un exemplaire de vos états financiers, vérifiez les plus récents de 2023 ou plus tard. Si vous ne disposez pas d'états financiers vérifiés, nous acceptons les états financiers qui ont été examinés par un ou une comptable et signés par deux membres de votre conseil d'administration. Une déclaration de revenus n'est pas un état financier et ne sera malheureusement pas acceptée. On demandera aussi un budget d'exploitation de l'organisation pour l'année 2025.
Vous devrez vous assurer que votre budget d'exploitation indique clairement l'année, qu'il montre les revenus, les dépenses prévues en lien avec l'activité de votre organisation pour l'année en cours. Le budget d'exploitation doit également couvrir au minimum le mois de janvier à décembre 2025. Ensuite, il faudra un plan détaillé du projet, évidemment, 3 lettres de soutien des membres de la communauté qui devraient bénéficier du projet et un budget détaillé du projet. Donc, plan et budget détaillé du projet. Ensuite, euh, si vous êtes chercheur ou chercheuse universitaire et que vous présentez une demande depuis une université ou un collège, les documents requis sont les mêmes, à l'exception de la preuve d'admissibilité. Donc, la preuve d'admissibilité, dans votre cas, elle prend la forme d'une lettre confirmant que vous êtes à l'emploi de l'établissement supérieur d'enseignement supérieur et un CV pour le ou la chercheur-chercheuse principale du projet. Sinon, les exigences sont les mêmes que pour les organismes sans but lucratif ou les organismes de bienfaisance et communautés autochtones. Il faut une liste des membres de votre conseil d'administration, y compris leurs coordonnées, un exemplaire de vos états financiers vérifiés les plus récents de 2023 ou plus tard, un budget d'exploitation pour 2025, un plan détaillé du projet, un budget détaillé du projet et 3 lettres de soutien des membres de la communauté qui devraient bénéficier du projet. Donc, tous ces renseignements doivent être fournis dans notre système de demande en ligne et les documents seront vérifiés à l'interne par CIRA pour s'assurer qu'ils sont complets euh, et, euh, et corrects avant de poursuivre l'examen de votre demande. Vous avez, on a l'expérience que la moitié des demandes doivent être corrigées ou ajoutées, souvent parce qu'il manque des documents ou parce qu'il manque des informations dans ces documents. Donc, peu importe votre site d'organisation, on vous encourage vraiment à soumettre votre demande bien avant la date limite du 9 avril. Comme Maureen le disait, les candidatures sont vérifiées au compte-gouttes. Donc, plus vous êtes prêt tôt, plus vous envoyez tôt, et mieux on pourra vous guider s'il y a un problème. Euh, en tant que quelques erreurs qu'on voit typiquement dans ces types de candidatures, c'est l'absence de budget d'exploitation qui couvre l'année civile 2025 et parfois le manque de lettres de soutien qui, en fait, les lettres de soutien, elles proviennent de personnes actives dans l'organisme qui est demandeur ou des copier-coller de lettres de soutien par la communauté. Donc, il faut évidemment des lettres uniques et il faut être sûr que ce n'est pas des membres du conseil d'administration qui font les lettres. Ce n'est pas nécessaire de fournir des documents autres que ceux qu'on demande dans le système. Il y a un groupe d'experts qui va recevoir et qui va examiner votre formulaire de demande et les documents qui sont exigés. Ensuite, en ce qui concerne le plan du projet, donc il y a 3 principales parties. D'abord, sur lesquelles on va se concentrer, le plan du projet, le budget et les lettres de soutien communautaire. Donc, le plan de projet, c'est clairement l'élément clé de la demande. C'est un tableau qui est à remplir et qui décrit les principales activités que vous effectuerez pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé, l'exobjectif du projet, en fait. Il y a un plan qui doit être solide et qui précise comment et quand les activités auront lieu, les résultats attendus et les ressources nécessaires pour les réaliser. Les activités clés, ça devrait indiquer les principaux domaines de travail, les principaux événements et ou les principales étapes de votre projet. Et ça pourra aussi décrire les activités précises qui seront entreprises pour chacune d'eux, pour chacun chacune de ces activités ou de ces étapes. Il faut que vous soyez précis. Il faut que vous donniez suffisamment de détails pour montrer que les étapes de la réalisation du projet sont claires, nettes et précises et que le projet, c'est un projet qui est fort. On s'attend à avoir entre 3 et 4 activités clés, mais évidemment, d'autres peuvent être incluses également. En termes de résultats, on veut les résultats obtenus à la suite de chaque activité clé. Donc, les résultats, c'est évidemment des choses, des produits qui sont tangibles et qui découlent directement des activités qui sont indiquées. Par exemple, un programme d'études, un atelier, un rapport, un plan de travail. Ensuite, le calendrier.
En fait, il faut que vous nous disiez quand les activités auront lieu et les programmes devraient durer environ un an. En termes de ressources humaines et financières, on sait que c'est critique pour la majorité c'est crucial pour la majorité des organisations, mais il faut que vous précisiez les ressources dont vous avez besoin pour effectuer chaque activité. Et vous nous expliquez en quoi elles sont liées aux différents éléments du budget pour votre projet. Il faut que vous nous précisiez comment le financement des subventions permettra de soutenir chaque activité et pour montrer en fait un lien clair entre et les ressources et la livraison du projet. Pour vous aider à préparer votre plan de projet, on vous fournit des exemples, plans de projet pour chaque domaine de financement que vous pouvez télécharger également pour vos références. Dans la catégorie quelques conseils, donc comme on vous disait un peu plus tôt, on vous recommande d'inclure entre 3 et 5 activités et leurs résultats, de fournir des détails sur votre plan de projet. Il doit démontrer clairement que le comité d'évaluation, euh, en fait, il doit aider le comité d'évaluation à déterminer comment vous allez effectuer votre travail. Ensuite, essayez d'être le plus réaliste possible dans vos engagements, parce qu'à la fin, vous devez rendre des comptes sur toutes les activités clés si elles sont financées. Et enfin, prévoyez de commencer votre projet au plus tôt en juillet 2025. En ce qui concerne le budget, euh, c'est évidemment, pareil, une des parties les plus importantes de votre demande. Et on vous montre un petit aperçu du budget d'un projet. Donc, par exemple, il faut que vous vous assuriez quand même que les recettes totales correspondent aux dépenses totales. Si ce n'est pas le cas, le système en fait, vous montrera une erreur. Vous pourriez Vous devez indiquer aussi les éléments précis pour lesquels vous demandez du financement à CIRA, dans le cas où, par exemple, vous avez d'autres sources de financement. La demande financière qui est faite à CIRA doit être conforme à la taille et à la capacité de votre organisation. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'être réaliste par rapport au projet, il faut que vous soyez réaliste quant à la demande que vous faites et à la portée du projet à la fin. Ensuite, le formulaire de demande, c'est un espace où vous pouvez télécharger les estimations des devis pour pour l'équipement, pardon, ou les articles à acheter. On vous recommande de les inclure dans la mesure du possible. Et le groupe d'évaluation euh, qui examine donc les demandes voudra aussi savoir comment vous avez calculé vos dépenses. Ensuite, faudra aussi inclure toutes les recettes ou dépenses en nature, tout comme les contributions financières provenant d'autres sources, si elles sont nécessaires à la réalisation du projet. Ça aidera aussi à voir l'étendue et à voir le, le type de projet, d'organisation et ses résultats. Vous pouvez également allouer jusqu'à 15% de votre demande de subvention au soutien administratif. Ça comprend les frais généraux de la réalisation du projet, en fait. Et pour finir, pour vous guider, on a mis à votre disposition des exemples de budget que vous pouvez télécharger pour chaque domaine de financement. Euh, Quelques conseils pour les budgets. Donc, les sommes forfaitaires ne sont pas acceptées. Euh, il faut que vous répartissiez les dépenses comme le coût par article. Le groupe d'évaluation, en fait, il voudra savoir spécifiquement comment vous êtes parvenu à ces chiffres. Donc, fournissez des devis et des estimations dans le cadre de votre budget, dans la mesure du possible, évidemment. Euh, on pourrait également vous demander de les fournir plus tard. Encore une fois, le groupe d'évaluation souhaite comprendre comment vous êtes parvenu aux chiffres que vous avez fournis. Si le budget total de votre projet est supérieur au montant que vous demandez à CIRA, il faut que vous précisiez les autres sources de financement que vous tentez d'obtenir ou que vous avez déjà confirmées.
Il faut aussi que vous vous assuriez de tenir compte de la valeur de toutes les contributions en nature dans la section des revenus et des dépenses. Ensuite, les coûts de dotation qui sont directement liés au projet sont permis. Par exemple, si une directrice ou un directeur des politiques passe 60% de son temps sur le projet pendant 12 mois, vous pouvez inclure son salaire comme poste. Vous pouvez inclure jusqu'à 15% de votre demande de financement de CIRA en tant que soutien administratif. Par exemple, si vous faites une demande pour 100 000 dollars auprès de CIRA, le montant de soutien administratif ne peut pas dépasser 15 000 dollars. Donc, dans ce cas, les autres dépenses relatives à CIRA doivent totaliser 85 000 dollars. Ensuite, la ligne de soutien administratif et facultative. Vous pouvez demander un montant partiel ou ne pas demander du tout. Certains candidats ou candidats décident de choisir, plutôt de prioriser la demande de financement pour des dépenses de livraison de projets plus directes. Si vous choisissez d'établir un budget, le soutien administratif comprend des frais généraux tels que le loyer, les services publics, la supervision de la direction, la comptabilité ou l'assurance. Encore une fois, soyez précis et précise et fournissez un état détaillé des coûts que vous prévoyez d'appliquer. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, chaque demande doit inclure 3 lettres de soutien communautaire. Euh, on demande à ce que ces lettres soient fournies elles démontrent en fait que vous collaborez avec les partenaires et les participantes qui bénéficieront du projet. Donc, comme on vous a dit, NetGood, c'est vraiment un programme communautaire qui doit être dirigé vers la communauté ou par la communauté. Donc, quelle est la raison pour laquelle une subvention est nécessaire? Quels sont les besoins exprimés par les personnes que votre projet servira euh, à soutenir? euh, et aussi par les personnes qui vous ont encouragé à développer votre projet. Ces lettres, en fait, elles nous montrent que vous avez bâti des relations qui contribuent à la réussite du projet et à une réussite pérenne, en fait. Les membres de la communauté qui pourraient fournir ces lettres sont les suivantes: le personnel enseignant et ou les parents qui bénéficieront d'outils et de formations pour les étudiants en matière de sécurité en ligne, les résidents ou résidentes ou associations d'entreprises dans une communauté qui bénéficiera de la mise à niveau des infrastructures pour l'Internet à haute vitesse, ou, autre exemple, les organisations partenaires qui participeront à la réalisation du projet. Les lettres des personnes associées à votre organisation, comme le personnel ou les membres du conseil d'administration, ne sont pas admissibles et ne seront pas acceptées. Ensuite, quelques exemples concrets. Vous pouvez donner, vous avez par exemple la résolution du conseil de bande qui approuve et qui soutient l'initiative visant à étendre par exemple la connectivité d'une communauté autochtone. Vous avez par exemple une lettre d'un organisme d'alphabétisation autochtone qui collaborera à l'élaboration de matériel de formation en ligne sur la sécurité pour les enseignants et les étudiants autochtones. Autre chose, on a une lettre d'un organisme partenaire qui fournit du soutien pour l'installation et la prestation d'un accès sans fil dans un campus universitaire, par exemple, éloigné, ou une lettre d'une commission scolaire qui bénéficiera d'un programme éducatif en ligne sur la sécurité pour les étudiants de l'école primaire. Maintenant qu'on a vu à peu près, qu'on a passé à peu près en revue les types de projets qu'on finance et les documents que vous devrez inclure dans votre demande, c'est utile de vous poser ces questions d'admissibilité avant de soumettre votre demande. Tout d'abord, faites-vous une demande au nom d'un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, d'un organisme autochtone, ou est-ce que vous êtes un établissement universitaire? Question 1. Question 2, votre projet correspond-il à un des 3 secteurs de financement: l'infrastructure, la sécurité en ligne, l'engagement en matière de politique? Question 3, votre projet, est-ce qu'il bénéficie aux membres des communautés nordiques, rurales ou autochtones, aux étudiants de la maternelle, au secondaire ou niveau post-secondaire? Ensuite, pour finir, nous allons maintenant examiner ces dernières questions. Euh, Est-ce que j'ai les documents qui sont requis et exigés pour soumettre ma demande?
Maureen? Oui, maintenant, je présenterai des étapes de la demande. Premièrement, accédez à sira.smartsimple.ca. Si vous avez déjà postulé par le passé, vous remarquerez que nous disposons cette année d'une plateforme nouvelle et améliorée. Vous pouvez choisir votre langue de préférence à partir du menu déroulant. Cliquez sur Ouverture de session pour vous inscrire. Vous pouvez vous rendre directement à l'adresse de ce site où elle est également liée à notre site web. Pour ouvrir un compte, choisissez le type d'organisme applicable et fournissez les renseignements requis, y compris le nom de votre organisme et vos coordonnées. Si vous faites la demande pour votre organisme en l'inscrivant en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré, vous pouvez rechercher les renseignements le concernant en utilisant votre numéro d'inscription d'organisme de bienfaisance. Une fois votre inscription terminée, vous recevrez un courriel de bienvenue vous invitant à définir votre mot de passe. Une fois votre mot de passe défini, vous êtes prêt à vous connecter et à demander une subvention. Après avoir créé votre compte, vous pouvez accéder au portail des requérants. De là, vous pouvez cliquer sur Profil de l'organisme pour afficher et mettre à jour les données ou cliquer sur Présenter une demande maintenant pour demander une subvention. Les demandes qui sont des ébauches ou qui exigent des révisions se trouveront sous Éléments d'action. Les demandes soumises se trouveront sous Éléments complétés. Cliquez sur Présenter une demande maintenant et sur la page suivante, cliquez sur Postuler maintenant pour commencer à remplir votre demande. Le formulaire de demande comprend une série de sections organisées en 7 onglets. Vous pouvez remplir les sections dans n'importe quel ordre. Quand c'est important, commencez par cliquer sur Sauvegarder ébauche parce que certaines fonctions de la demande ne seront disponibles qu'après l'enregistrement. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail fréquemment. Si vous ne l'enregistrez pas, vous risquez de perdre vos progrès. Et l'étape la plus importante, lorsque vous avez rempli le formulaire de demande, cliquez sur le gros bouton rouge Soumettre au bas de l'écran pour veiller à ce que votre demande soit transmise à CIRA avant le 9 avril à 14 heures, heure de l'Est. Si vous avez omis de répondre à l'une des questions, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant ce que vous devez retourner et remplir. Delphine. Maintenant, examinons ce qui se passe après la soumission d'une demande et tout ce qui est le processus d'examen de votre demande. Donc, une fois que vous avez soumis votre demande, vous recevrez un courriel automatique qui confirme qu'elle a été reçue. C'est pour ça que Maureen vous insistez sur le fait de cliquer sur Soumettre. Mais cependant, ça ne signifie pas que votre projet est admissible, simplement qu'il a été reçu par le système. Il y a 2 phases d'examen une fois que vous avez soumis. La première, c'est l'étape qui est l'examen interne. En fait, le personnel de CIRA va s'assurer que la demande est complète et admissible et on va effectuer un suivi dans un délai de 2 jours pour vous demander tout renseignement additionnel le cas échéant. Nous ferons habituellement un suivi plus tôt que cela, mais on ne sait jamais. Au moins 50% des demandes ont nécessité un suivi, comme des erreurs dans la feuille du budget, une documentation incomplète ou incorrecte. On communiquera avec vous si des corrections sont nécessaires. On vous invite à rester à l'affût des messages de suivi. En fait, il arrive souvent qu'ils se retrouvent malheureusement dans les spams ou les pourriels de votre boîte de messagerie. Le plus important, c'est que c'est à vous d'apporter toute correction à votre demande avant la date limite du 9 avril. Après la date, les demandes ne seront pas acceptées. Donc ça, comme disait Maureen, c'est une question de système et c'est aussi pour que ce soit juste pour tout le monde.
Ensuite, il y a un groupe d'experts qui va évaluer les projets selon les critères on vous a donné plus tôt par rapport au document. Donc, le plan du projet, les bénéficiaires du projet, le soutien communautaire, les résultats et le budget. Chaque demande reçoit une note ensuite sur 100 et comme vous pouvez le constater, c'est le plan du projet qui vaut le plus de points. Ensuite, malheureusement, on ne peut pas deviner ce qui va se passer chaque année. Donc, on reçoit à peu près une centaine de demandes. Et étant donné que c'est un nombre de demandes élevé et que notre financement, malheureusement, est limité, on peut habituellement financer entre 15 et 20% des projets qui sont soumis. C'est pourquoi c'est essentiel de s'assurer que votre projet est conforme aux critères pour avoir les meilleures chances de recevoir du financement. Si votre demande a été retenue pour examen par le communauté et le comité, pardon, vous recevrez les résultats de CIRA en juillet. Nous espérons vous avoir donné suffisamment d'informations ici dans ce webinaire et sur notre site web pour nous assurer que vous ne ferez pas ces erreurs, mais juste au cas où, examinons un résumé des erreurs courantes commises par les requérants. Toutes ces erreurs peuvent faire en sorte que votre demande soit renvoyée pour correction ou qu'elle ne soit pas financée du tout. Donc, pour obtenir les meilleures chances de recevoir du financement, assurez-vous de ne pas faire ce qui suit. La première est de ne pas vérifier l'alignement de votre projet. C'est probablement la première raison pour laquelle les demandes ne sont pas admissibles au financement. Assurez-vous que votre projet correspond à nos domaines de financement et à nos bénéficiaires cibles. Le prochain est un plan de projet insuffisant et irréaliste. Assurez-vous que votre plan contient suffisamment de détails et que la portée de votre projet est conforme à la capacité de votre organisation. Il est important de montrer votre engagement communautaire dans votre projet et vous devez fournir 3 lettres de soutien communautaire des personnes qui bénéficieront de votre projet et non de votre personnel ou des membres du conseil d'administration. Veuillez remplir correctement votre feuille de budget, inclure un état détaillé des coûts et fournir des devis et des estimations si vous en avez. N'oubliez pas de vérifier vos courriels et vos dossiers de courriel afin de ne manquer aucun courriel de notre part. Lorsque nous trouvons des problèmes à corriger dans votre demande, vous recevrez un courriel du système d'application et parce qu'il est généré par le système, ils peuvent être pris par le filtre anticourriel. Demeurez à l'affût le jour ou les deux immédiatement après avoir soumis votre demande. Enfin, quel est probablement le point le plus important à retenir? Envoyez votre demande rapidement. N'oubliez pas qu'en cas de problème avec votre demande, nous communiquerons avec vous par courriel avec les corrections requises et vous aurez jusqu'au 9 avril à 14 heures pour soumettre à nouveau votre demande. Alors, faites-vous une faveur. Commencez à préparer votre demande dès maintenant. Obtenez vos lettres de soutien communautaire et n'attendez pas la dernière minute. La meilleure façon de nous joindre, si vous avez des questions, est d'envoyer un courriel à subvention@cira.ca. S'il y a pas de, je vois qu'il n'y a pas de questions dans la partie Q&A. S'il n'y a pas de questions, on voulait tout simplement vous remercier de l'intérêt que vous avez porté aux subventions NetGood par CIRA. N'hésitez pas à nous contacter par courriel si vous avez des questions et que vous souhaitez pas et que vous souhaitez en poser des questions de manière anonyme. On sera ravis d'y répondre et merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui et on a hâte de voir vos projets. Bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir.